Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie 3 où l'on va voir la déconstruction de la frontière entre la réalité et la fiction qui s'opère en tout cas à travers l'autofiction. Alors dans la partie 2, on a vu la notion de perception, de vérité, de réalité. Donc c'était quoi la réalité, les différentes hypothèses. On a vu aussi que l'autobiographie, même si elle tendait vers soi-disant la véracité des faits, hein, donc pour atteindre une forme d'objectivité, eh bien notre mémoire n'est pas infaillible puisque notre mémoire aussi va être elle-même biaisée par nos perceptions limitées aussi à nos sens, qui forgent une forme de réalité. Donc la question de l'autofiction toujours à débat et pourtant je pense à tort puisque l'autofiction, en fait, va questionner justement cette authenticité-là grâce à l'investigation notamment aussi donc en déconstruisant nos biais que l'autobiographie ne fait pas forcément puisqu'elle relate des faits de manière chronologique en ajoutant forcément une grande forme de subjectivité par rapport à une réalité dite objective. Donc, comment déconstruire cette frontière-là? Eh bien, tout simplement en déconstruisant, comme je disais, nos biais, en tout cas par l'investigation donc rationnelle dans un monde fictif imaginé, puisque je vous rappelle que la fiction, ça permet justement l'imagination aussi, ça permet justement de créer plusieurs mondes possibles pour en fait aller au-delà de nos perceptions qui pourraient être figées dès lors, et l'imagination va venir un peu briser ces paradigmes et va venir nous mener à aller au-delà de nos limites sensorielles. Pour déconstruire cette frontière entre la réalité et les fictions, en fait, il s'agit de rester donc en phase avec ses ressentis pour atteindre cette authenticité-là. Le gros problème aussi sous-jacent, c'est cette question d'identité qui va être émergente et très importante aussi à ce niveau, puisque la question de l'identité, forcément, déjà, elle nous incombe toutes et tous, puisque qui ne s'est pas jamais demandé qui suis-je? Est-ce que je suis, par exemple, ce que j'aime? Non, non. Moi, vous savez, une petite anecdote, j'ai souvent demandé aux gens, parce que les gens, en fait, ils pensent se connaître, beaucoup. Alors, j'en ai blessé, j'en ai froissé beaucoup, parce que ils pensaient se connaître et pourtant j'arrivais moi-même à les anticiper et eux-mêmes n'arrivaient pas en fait à anticiper ce qu'ils faisaient. Et pourtant ils souffraient pas de pathologie et tout, hein, mais tout cela pour dire que les gens, en fait, je crois qu'ils confondent la connaissance de soi, donc via l'exploration, etc., à la connaissance de mes qualités, mes défauts, enfin les choses d'un niveau 1, en fait, j'appelle ça. Hein. C'est vraiment le côté un peu superficiel de notre monde, donc une illusion dans l'illusion, Maya dans Maya. Mais en tout cas, voilà, qui va venir un peu biaiser tout cela. En explorant en tout cas les liens entre l'autofiction et la vérité, nous les écrivains en fait on remet en question surtout en fait les conventions du récit autobiographique traditionnel. Donc ce genre permet de brouiller bien évidemment les limites entre notre vie et notre œuvre, donc offrant une exploration donc bien évidemment inédite de l'identité et de la mémoire. Donc, en outre, l'autofiction renvoie à une réflexion plus large sur la nature de la vérité et sur la manière, en tout cas, dont les récits personnels sont construits et aussi interprétés. Donc, il soulève des questions sur la représentation de soi et sur la perception de la réalité, invitant ainsi donc le lecteur à s'interroger sur sa propre relation à la vérité et à la fiction. C'est-à-dire qu'aussi, quand on écrit une œuvre d'autofiction, comme pour les super-héros, les Marvel, etc., il y a une base humaine, il y a quand même une référence assez commune, c'est que a priori, sauf erreur de ma part, on est tous des êtres humains. Vous qui venez sur YouTube, a priori, vous êtes des êtres humains, ou sur mon site, hein, a priori, voilà. Alors, vous pouvez être des robots, hein, mais dans ce cas, vous n'avez pas de conscience à partir de là, voilà. Mais en tant qu'être humain, il y a cette base commune. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend aussi des propriétés de base dites communes, à savoir, après plus ou moins, plus ou moins élevé ou pas, mais en tout cas, on est censé avoir des émotions, sauf
effectivement certaines personnes qui sont malheureusement qui peuvent souffrir de pathologies, mais en tous les cas, les émotions, la reconnaissance et au-delà même des émotions, eh bien, on va pouvoir se projeter même en l'autre dans le sens où si, eh bien, on va avoir des repères communs. Notamment, par exemple, le même rôle dans une société, le même statut, la même façon de voir le monde, justement, et que l'on va pouvoir surtout s'identifier, en tout cas, à ces catégories pour permettre, eh bien, cette reconnaissance et de répondre, en tout cas, de tenter de répondre à ces questions, qui suis-je? Mais l'identité, bien évidemment, vous le savez très bien, va au-delà de ses propriétés et, je veux dire, moi, je me définis pas par mon hyper-empathie, par exemple. C'est complètement erroné parce que je suis à la fois les autres et moi-même dans mon intégralité. Donc, c'est plusieurs aussi facettes qui font ce tout. Mais encore faut-il aussi apprendre à connaître toutes ces facettes. Et c'est pas une mince affaire aussi quand on se connaît pas, quand personne n'est capable de nous aiguiller, c'est compliqué. Et c'est par l'autofiction que je me suis découverte et que je me suis vraiment identifiée à mon propre personnage. Alors, on s'identifie à son propre personnage, notamment au début par des caractéristiques, et moi je me suis davantage identifiée à mon personnage par les émotions et les ressentis que j'ai pu mettre donc sur ce personnage. C'est grâce à cela que l'on va pouvoir aussi s'identifier et se projeter en tout cas de manière plus fluide que la normale. Par exemple, vous mettez quelqu'un qui, par exemple, qui n'est pas du tout comme vous, mais pas du tout, qui n'a aucune propriété, même pas la même philosophie que vous, même pas la même manière de voir le monde, etc. Et si en plus, eh ben, vous avez votre bulle et que vous n'avez pas cette empathie-là, eh bien, ça va pas accrocher, en fait. Il n'y a pas de liens qui vont pouvoir vraiment s'établir parce que vous n'aurez aucun sujet de conversation, vous n'aurez rien, en fait, qui va pouvoir, créer du lien avec cette personne. C'est, en tout cas, c'est ce qui est assez commun. Donc, effectivement, du coup, parce que vous ne pouvez pas vous identifier à l'autre. Et dès l'instant où vous ne pouvez pas vous identifier à l'autre, voilà, vous partez, en fait. Voilà, il n'y a pas de choses concrètes en fait qui vont venir vous permettre d'évoluer, ou en tout cas qui vont vous permettre d'avoir aussi des éléments pour mieux vous comprendre vous-même par le biais de l'autre, parce que l'autre ne peut pas être un miroir de vous. Voilà, c'est l'effet du miroir qui fait qu'on peut s'identifier. Alors le problème d'Aitika, c'est que elle est le tout. Donc en étant le tout, elle peut être un miroir de chacun d'entre eux. Et le problème, c'est que forcément, elle s'identifie à chacun d'entre eux puisqu'elle est le tout. Donc voilà, donc la question de l'identité est assez prépondérante aussi dans mon autofiction, hein. Donc c'est assez même conséquent dans le sens où comment s'identifier en tant que personne. Est-ce que l'identification, c'est vraiment s'identifier juste à l'ego au final, à quelque chose vraiment, mon individu, mon corps, mes propriétés physiques, ça va, comme vous l'avez pu remarquer, au-delà. La présence ou l'absence de vérité dans l'autofiction peut profondément influencer l'expérience du lecteur. Et dans l'autofiction, à savoir si par exemple la personne qui vous lit ne vous connaît pas, à savoir ce qui est vraiment réel ou pas, ça va être limité aussi à ses sens. C'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui me lirait, qui me connaît pas du tout, il va dire ah oui là c'est bien la fiction. Mais quelqu'un qui me connaît, qui sait par exemple toutes mes propriétés, c'est peut-être moins de la fiction. Parce que il aura eu une forme de connaissance qui va venir en fait déconstruire aussi cette notion de fiction, et qu'au final la fiction est plus de l'ordre de la réalité plutôt que de la fiction comme on l'entend, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose d'irréel. Voilà. Donc c'est cette question de perception aussi qui va jouer en jeu, et vos sens dans la lecture en fait d'une œuvre autofictionnelle. Donc in fine, l'œuvre d'une autofiction vient vraiment rendre compte de l'auteur. Et ce n'est pas forcément un appel, à l'acceptation du lecteur ou non. C'est vraiment un gage, une promesse en fait que l'on fait vis-à-vis de soi-même, et pas forcément vis-à-vis du lecteur. En revanche, ça crée aussi le fait de lire beaucoup d'autofiction. Ça permet de mieux comprendre aussi l'autre et d'élever aussi sa propre empathie. Donc, lorsque les lecteurs aussi considèrent par exemple l'œuvre comme étroitement liée à la vie de l'auteur, la perception de la vérité peut renforcer en tout cas l'impact émotionnel et l'engagement avec le récit, pouvant susciter ce sentiment de trahison quand le décalage s'exprime. C'est pour ça que si vous ne connaissez pas l'auteur,
généralement les gens peuvent voilà, lire ça comme de la fiction pure. En revanche, si la personne connaît le lecteur, connaît l'auteur, pardon, eh bien, et qui, par exemple, le lecteur sait de quoi il retourne, toutes les situations exactes parce qu'il a pris connaissance, eh bien, il y a un impact encore plus grand parce que il a de suite, en fait, il a des informations beaucoup plus directes sur la souffrance de l'auteur, en tout cas sur toutes les souffrances que l'auteur a pu vivre et toutes toutes les perceptions sous-jacentes que de prime abord ne peuvent pas forcément être perçues par autrui. Donc j'ai aussi donc une autre conception forcément de la vérité, comme je disais, axée non pas sur les formes ou le vécu stricto sensu, donc les formes, hein, voilà, comme par exemple, eh bien, on vit, je sais pas, en Auvergne, et puis on grandit, j'en sais rien, sur Paris. Eh ben, on va dans l'autofiction, par exemple, on va dire j'ai vécu à Tahiti. Enfin voilà, mais au final, les formes, c'est pas grave en soi. C'est-à-dire que c'est pas le fait de dire que on a vécu à Tahiti ou à Paris ou à Saint-Pétersbourg que ça signifie que c'est faux en soi en fait. C'est-à-dire que c'est une perception. Là, il faut en fait analyser de manière beaucoup plus perceptive et beaucoup plus axée sur les ressentis. Le lieu en fait qui va venir s'imprégner. Qui va venir s'imprégner en fait. Et c'est ça qui est intéressant d'analyser, c'est pourquoi tel lieu en fait. Vous voyez? Et c'est là où on rentre vraiment dans la psychologie et une forme de psychanalyse. Bref. Bon, en tout cas, la vérité, pour moi, viendrait à se confondre avec l'authenticité des ressentis de nos expériences vécues, et non pas une vérité de fait étroitement liée donc à la conscience collective. Par exemple aussi dans mon autofiction, j'ai appelé, ça c'est valable dans beaucoup de fiction, hein, de science-fiction même, j'ai appelé une fréquence entre la physique et l'énergétique, je l'ai appelée effrayon. Effrayon, effritement, les gens voilà, ils vont faire ce genre de lien parce qu'ils vont essayer à chaque fois de ramener à une forme de catégorie, à des mots qu'ils pourraient connaître. Et ils vont dire, ouais, alors soit ça peut faire rire dans le sens où bah, ça vient faire écho à des mots que l'on connaît qui sont déjà rocambolesques, ou alors, et ça suscite l'humour hein, aussi, ou alors, eh bien, à une forme d'inconnu, ouais, effrayant, ouais, parce qu'elle avait vraiment voulu être originale, hein, ou des choses comme ça, voilà. Et ça, c'est une forme aussi de perception, d'interprétation, en tout cas, des choses, via notre propre réalité, via, eh bien, cette vérité de fait que l'on a acquis depuis notre enfance. Voilà, comme j'en parlais dans la partie 1, c'est vraiment ce côté, eh bien, j'ai des outils. J'espère que ça aura été clair pour vous. À bientôt, bye bye.